Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Olivier Minguin. Bonjour. Bonjour. Président de Défi, député fédéral. Alors avec vous, on va parler du Casagate. On a appris qu'il était mis à l'instruction depuis le 7 mars dernier. Jusqu'ici, c'était une simple information judiciaire. Donc on ne comprenait pas, certains ne comprenaient pas la non-désignation d'un juge d'instruction. Est-ce que vous étiez de ceux-là ? Oui, c'est vrai que parfois j'ai posé la question à travers la presse en disant, vu la nature quand même assez particulière des faits et assez grave, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une mise à l'instruction ? Alors, le procureur du roi de Bruxelles s'en est expliqué en disant que c'était finalement pour ne pas connaître peut-être un allongement des délais parce qu'un juge d'instruction n'a peut-être pas toujours la même disponibilité vu le nombre restreint de juges d'instruction de suivre les affaires qui lui sont confiées. Bon, soit. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'était l'instruction à Mons ? Parce qu'un magistrat est cité dans le cadre de l'affaire Chaudief de Decker, pour faire bref, et que sans doute, au parquet général à Mons, ils ont estimé qu'un magistrat étant mis en cause, un juge d'instruction donnait des garanties supplémentaires d'instruction à charge et à décharge, même si le parquet fait le même travail, mais dans d'autres conditions. Il va falloir maintenant plusieurs mois encore avant qu'on décide déjà si c'est classé sans suite ou si ça arrive devant un tribunal. Est-ce que la commission d'enquête doit aboutir à ses conclusions avant le procès ? Oui, ça sera sans doute inéluctable. Moi, je n'exclus pas de proposer à un moment donné, comme on l'avait fait à l'époque dans l'affaire Dutroux, si vous vous en souvenez, il y a eu 2 commissions d'enquête parlementaires. Donc moi, je n'exclus pas que l'on puisse éventuellement poursuivre, après la phase judiciaire, le travail d'identification des responsabilités politique. Le travail de la commission d'enquête parlementaire, c'est de vérifier jusqu'où, dans les pouvoirs belges, gouvernement, pouvoir législatif, Chambre et Sénat, et éventuellement au sein du pouvoir judiciaire, il y aurait eu ce qu'on pourrait appeler un trafic d'influence, c'est-à-dire une entente entre responsables pour faire aboutir quoi ? Les intérêts de la France qui cherchait à vendre des hélicoptères à un régime par ailleurs qui n'est pas très recommandable au Kazakhstan. Donc voilà, il faut voir nous ce qu'ont été les liens politiques. Ça ne veut pas dire que ceux qui seraient mis en cause sur le plan politique sont nécessairement pénalement sujets à poursuite. Est-ce que vous trouvez que cette commission travaille bien pour l'instant ou est-ce qu'elle traîne trop à auditionner notamment le monde politique ? Je crois qu'elle mène son travail avec un tempo assez soutenu. On a d'ailleurs augmenté le nombre de séances de la commission d'enquête avec des auditions qui nous ont beaucoup appris. Bon, moi qui étais à l'initiative de la création de la commission d'enquête parlementaire, je crois qu'aujourd'hui on peut se féliciter de ce travail parce qu'aujourd'hui on a bien vu qu'on a eu droit à des révélations sur les liens entre le monde diamantaire, le pouvoir judiciaire, à Anvers, le monde politique, et comment il y a eu peut-être des interactions qui, moi, me paraissent pas acceptable. Et donc, sur le plan des principes, le principe de la séparation des pouvoirs notamment. Et donc, fondamentalement, on apprend beaucoup grâce à cette commission d'enquête. Oui, alors il y a eu des fuites dans la presse. Est-ce que ces fuites, vous les condamnez ? Et est-ce que cette commission doit un petit peu revoir sa façon de travailler ? Plus de huis clos, interdiction de parler à la presse ? Moi, je suis respectueux de la loi. La loi dit que quand la commission se réunit à huis clos, oui, il y a une interdiction pour les membres de la commission de diffuser à l'extérieur les informations recueillies à huis clos. Mais ça fuite quand même. Oui, comme trop souvent, il y a des fuites aussi dans les enquêtes judiciaires, au mépris du principe de la présomption d'innocence ou de secret de l'instruction. C'est condamnable. Donc, je fais partie de ceux qui ont dit en commission, oui, il faut déposer plainte pour violation du huis clos. Maintenant, il faut choisir peut-être le bon moment pour faire ce dépôt de plainte, mais il faut faire respecter la loi. On ne peut pas concevoir que les parlementaires se soustraient eux-mêmes à la loi qu'ils ont votée. Par contre, il faut continuer la commission. Oui, et le principe est assez simple, c'est le témoin qui décide, qui demande à la commission d'être entendu, soit à huis clos, soit en audience publique, et jusqu'à présent, cette règle a été assez bien respectée. Alors, une autre commission d'enquête est celle sur les attentats. On a beaucoup parlé du financement des lieux de culte à cette occasion, en faisant un zoom sur la grande mosquée du Cinquantenaire. Est-ce qu'il faut revoir la loi pour mieux cadrer le financement de ces lieux ? Oui. Et je trouve que c'est un débat que le monde politique a beaucoup évité jusqu'à présent parce qu'il n'aime pas ce débat. Alors c'est vrai que moi je suis un fervent partisan de la séparation des églises et de l'État, du principe de la laïcité, que je veux d'ailleurs inscrire dans la Constitution. Mais qui dit principe justement de la laïcité, c'est-à-dire de l'égalité de traitement entre tous les courants philosophiques et religieux, dit aussi que ces courants philosophiques et religieux ne peuvent pas être demain aux ordres de pays et d'États tiers qui, eux, les instrumentalisent à des fins politiques.
et éventuellement des États tiers qui ont un rôle, soit en relation avec le terrorisme. Il y a quand même des États qui ne sont pas... L'Arabie saoudite n'a pas toujours été très claire dans sa relation avec certains milieux liés au terrorisme international, ou des États tiers qui ne respectent pas un certain nombre de valeurs démocratiques et qui cherchent à travers certains courants religieux, pas toute une religion, mais à travers certains courants religieux, à avoir des alliés politiques pour leurs idées sur le plan international. Alors, et je pense par exemple à la Turquie, il faut parler très franchement des choses. La Turquie, on le sait très bien, a des relais dans certaines tendances, dans certaines mosquées, pour défendre le point de vue de M. Erdogan. Mais le point de vue de M. Erdogan, ce n'est pas le point de vue de l'Europe. Alors pratiquement, pour couper l'herbe sous le pied de ces pays-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'État belge qui doit se substituer, qui doit payer? J'ai deux formules, deux propositions très concrètes. Donc moi je suis pour qu'on interdise le subventionnement par des États tiers qui ne respectent pas des valeurs démocratiques ou qui financent le terrorisme international. C'est un principe élémentaire de respect de notre État de droit. Deuxième principe, c'est de dire, par exemple, on peut garder le financement des bâtiments, des lieux de culte, comme c'est le cas en Belgique, comme c'est même le cas en France, notamment au titre de la protection du patrimoine. Et là, il peut y avoir un financement public. Et je crois qu'en effet, obliger tous les lieux de culte d'être en conseil, ce qu'on appelle les conseils de fabrique d'église, ça c'est pour le culte chrétien ou catholique, mais d'avoir une instance de gestion du bâtiment, et que cette instance soit financée et soumise à contrôle de l'usage des deniers publics, c'est nécessaire. Et par ailleurs, pour le financement des officiers de culte, moi je plaide pour qu'on aille vers des dons déductibles. Donc ce sont ceux qui se reconnaissent dans la religion ou dans le courant philosophique qu'ils veulent financer, qui pourraient le financer par des dons déductibles fiscalement. Ça aurait le mérite de la clarté, de la transparence et du contrôle possible. Vous avez l'impression que ce débat-là, maintenant, il va pouvoir aboutir au Parlement fédéral? On va pouvoir le lancer? Je ne crois pas qu'il va pouvoir aboutir directement, mais peut-être que la Commission de lutte contre le terrorisme va faire des suggestions. Et moi, je souhaite qu'il y ait un débat serein, en partenariat avec les représentants des cultes et des courants philosophiques, et notamment du Centre d'action laïque, pour qu'on repense un financement équitable, juste et transparent. Alors, on va parler des élections françaises. Plusieurs partis belges se revendiquent finalement du projet d'Emmanuel Macron, ou le soutiennent plus tièdement, mais le soutiennent quand même. Alors, on va regarder le Macron-mètre du soir qui est paru ce matin. Donc, on le voit ici, Défi est clairement en tête. Et vous avez d'ailleurs emmené une délégation au dernier meeting électoral d'Emmanuel Macron. L'élément fort de son programme qui vous attire, c'est quoi? C'est que Emmanuel Macron refuse de faire le choix du camp de la peur, de la méfiance et finalement de tourner le dos à l'Europe. Alors l'Europe, on peut lui reprocher beaucoup de choses à l'Union européenne. On peut lui reprocher un manque de volontarisme. On peut lui reprocher de ne pas vouloir lutter contre un certain nombre d'injustices. Mais ce n'est pas en mettant en difficulté les institutions européennes qu'on va répondre à ces objectifs. Et donc, fuir ses responsabilités par rapport à l'Europe n'est pas le choix du courage. Le choix du courage, c'est d'aller à la rencontre des autres dirigeants européens en leur disant qu'il est temps de remettre l'Europe sur ses rails. Est-ce que cette Europe a cette capacité de se renouveler? C'est une nécessité. Parce qu'il y aura de vraies protections, et je comprends l'aspiration et je partage l'exigence de protection des citoyens en Europe, mais il n'y aura pas de vraie protection, notamment contre le terrorisme, contre de nombreuses menaces ou d'autres dangers qui menacent l'Europe, s'il n'y a pas une solidarité, une coordination et une efficacité commune. Et par exemple, quand Emmanuel Macron dit qu'il nous faudrait des gardes-frontières au niveau européen, il a raison. Ce n'est pas garder les frontières au niveau de chaque État qu'il faut faire. C'est avoir une gestion commune des frontières européennes. Sans cela, l'Europe sera toujours une passoire. Mais aussi avoir une politique commune sur l'accueil des réfugiés, sur la politique de migration. Et ce n'est pas chacun dans son coin qu'on va réussir une politique efficace. Donc, l'égoïsme est la meilleure, ou est le plus grand risque de porter atteinte non seulement à nos libertés, mais aussi finalement notre protection collective. Ouais. Alors, dans son discours de dimanche soir, Emmanuel Macron était très très prudent, assez flou. Vous en avez pensé quoi de ce discours? Parce que maintenant, est-ce qu'il va devoir se droitiser, se gauchiser pour pouvoir rassembler le plus autour de lui? La dynamique qu'il a mise en place, c'est qu'il a compris que les vieilles idéologies étaient totalement épuisées, que l'ultralibéralisme ou le socialisme...
ne répondait plus aux défis du temps présent. Et c'est vrai qu'il cherche. Alors, on peut lui reprocher peut-être qu'il n'est pas encore assez précis sur un certain nombre de choix, mais soyons honnêtes, nous sommes tous à la recherche de nouveaux équilibres. De nouveaux équilibres entre quoi? Entre la liberté de créer, d'entreprendre, d'avoir son propre projet. Et ceux qui veulent porter un avenir disent donnez de l'espace, donnez-nous de l'autonomie. Et je crois qu'en effet, il faut retrouver des espaces d'autonomie dans la société. Et en même temps, comment est-ce qu'on trouve des nouvelles solidarités? Comment est-ce qu'on assure une protection sociale qui soit plus efficace que la seule conception parfois d'un assistanat qui ne responsabilise plus le citoyen alors que chacun a envie de pouvoir assumer les choix de sa vie? Donc voilà, ces nouveaux équilibres-là sont nécessaires dans la société. Emmanuel Macron est prospectif et je trouve que notre rôle aussi est d'être prospectif. Alors, on va passer à la périphérie bruxelloise. On savait que Lisbeth Homans avait refusé de nommer une élue des filles comme présidente du CPS de Wezenbeek-Open pour mauvaise connaissance du néerlandais. Hier, vous envoyez un communiqué en disant c'est incroyable, elle se base sur 3 plaintes, il y en a 2 qui émanent du CDH. Est-ce que vous avez pu vous expliquer avec le CDH? J'ai interpellé le président du CDH, Benoît Lejeune, en lui disant « je suis consterné, je ne comprends pas ». Bon, il m'a dit qu'il reviendrait vers moi une fois qu'il aurait des explications. Il semble dire que c'est une stratégie tout à fait personnelle, et je veux bien encore le croire. Je dis quand même que ces élus CDH en périphérie, à Wezenbeek en particulier, qui font le choix de s'adresser à une ministre NVA dont on connaît l'hostilité à l'égard des francophones de la périphérie, et tout simplement du respect de la démocratie en périphérie, quelle idée, enfin, moi je ne peux pas comprendre. Donc j'espère que le CDH mettra rapidement les choses au point et que le CDH restera dans une logique d'unité des partis francophones qui a toujours été nécessaire dans les communes à faciliter. Ouais. L'unité des partis francophones en périphérie, c'est pas terrible. Hein. Pour l'instant, on voit à Krenem, par exemple, la bourgmestre CDH, elle est mise en difficulté par une demande finalement de tout le monde de faire un pas de côté pendant quelques mois. Est-ce qu'on doit faire un lien entre les deux? Non, je ne crois pas, parce que c'est une situation particulière. Je crois que le problème de la bourgmestre de Krenem à l'heure actuelle, c'est un problème relationnel avec son administration. Alors moi, je ne juge pas, je ne suis pas dans la gestion de la commune. Mais les témoignages que je reçois, c'est qu'à l'évidence, elle est en conflit avec plusieurs hauts fonctionnaires de son administration qui n'acceptent pas son manque de respect, semble-t-il, par rapport à l'autonomie de l'administration. Bon, l'administration a ses compétences propres et le politique n'a pas à interférer dans un certain nombre de modes de gestion des services. Et donc, je crois que c'est là qu'il y a un problème de gestion et que ce n'est pas un problème de... autre. Mais quand on voit quand même Wezenbeek, Krenem, est-ce que la fameuse union des francophones en périphérie n'a pas un peu du plomb dans l'aile pour l'instant? Je prendrai l'initiative dans les prochains jours de susciter une réunion entre présidents de partis francophones, en tout cas au niveau bruxellois, pour qu'on reparle en effet de ce que doit être notre action commune en périphérie. J'y suis particulièrement attaché parce que je crois que c'est la seule manière de tenir tête justement à cette NVA qui aujourd'hui... Il n'y avait pas que la NVA, hein. Dans le passé, il y a eu d'autres ministres flamands de tutelle sur ces communes qui ont montré leur hostilité à la liberté de choix des citoyens. Vous savez, à Linkebeek, on l'a encore vu, avec le refus même de nommer M. Guéquière, qui ne pouvait se voir reprocher quoi que ce soit, certainement. Donc on a l'hostilité constante d'un gouvernement flamand et de la ministre Homans à l'égard des élus francophones. Ne nous dispersons pas, ne nous divisons pas, restons unis parce que la menace reste forte. Et d'autant que les élections communales approchent bientôt. Eh bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci de l'invitation. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, Jean-Jacques Deleu recevra Rudy Demotte. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.